Bonjour, rebonjour. Comme deuxième partie de l'insuffisance cardiaque, on va parler du principe du traitement de l'insuffisance cardiaque. Normalement, ça sera facile de parler du traitement de l'insuffisance cardiaque si on comprend bien la physiopathologie, si on a bien compris la physiopathologie et les mécanismes compensateurs, que ce soit les mécanismes neuro-hormonaux et les mécanismes, bien sûr, les mécanismes mécaniques tels que la loi de Frank-Starling et la loi de Laplace. D'accord. Donc voilà, quels sont les principes, c'est-à-dire le, le principe majeur ou bien l'objectif du traitement de l'insuffisance cardiaque de manière générale. Le but, notre premier objectif, c'est quoi? C'est d'améliorer le confort fonctionnel. Il faut apporter du confort au patient. Avant de parler du pronostic, avant de parler de la mortalité, pardon, il faut améliorer le confort. Il faut, bien sûr, c'est un inconfort, l'insuffisance cardiaque, c'est une dyspnée, c'est une gêne, c'est des signes congestifs, c'est des œdèmes, c'est une acide. Donc, il faut apporter du confort à notre patient. Ça, c'est le premier. Le deuxième objectif, en améliorant les symptômes, d'accord, et en diminuant les hospitalisations. Plus, parce que plus le patient fait des décompensations et plus le patient il est hospitalisé, il fait des hospitalisations qui sont rapprochées, qui sont récurrentes, plus le pronostic il est mauvais. Donc notre objectif c'est quoi? C'est de diminuer les symptômes et améliorer la capacité fonctionnelle. Et deuxièmement, c'est diminuer les hospitalisations. D'accord? Comme troisième objectif, bien sûr, il faut stopper, bien au moins il faut ralentir l'évolution de la cardiopathie causale. D'accord? En dehors des symptômes, on a une cause de cette insuffisance cardiaque, qu'elle soit gauche ou droite, donc on va essayer de ralentir l'évolution. D'accord? Et comme objectif, bien sûr, comme troisième objectif, on doit prolonger la survie des patients. D'accord? On parle de ça parce que des études ont été faites, ils ont trouvé qu'il y a certaines molécules qui a un traitement, que ce soit pharmacologique ou bien non pharmacologique, ils ont prouvé leur efficacité en matière de survie, en matière de pronostic, en matière de mortalité. D'accord? Il y a certaines molécules qui prolongent la survie de ces patients. Donc, voilà, l'objectif grosso modo du traitement, c'est le confort du patient, c'est stopper l'évolution de la maladie et c'est améliorer la survie des patients. Donc voilà, les grandes lignes du traitement de l'insuffisance cardiaque, tout d'abord, il faut traiter la cause, si c'est possible. Bien sûr, il y a des causes qui sont réversibles et il y a des causes qui ne sont pas réversibles. Si notre cause elle est réversible, donc on doit la traiter. D'accord? Deuxième ligne, c'est les règles hygiéno-diététiques. Bien sûr, avant le traitement pharmacologique, on a des mesures hygiéno-diététiques qu'il faut respecter, bien sûr, pour éviter la progression vers l'insuffisance cardiaque terminale et grave. Il faut bien éduquer des patients, d'accord? Et par la suite, on parle des traitements médicamenteux. Traitements médicamenteux, c'est-à-dire c'est des médicaments qui ont prouvé leur efficacité, soit en matière des symptômes, soit en matière des pronostics. Parce que notre traitement, il se divise en deux types, en deux volets. Un volet symptomatique, c'est juste pour améliorer les symptômes et augmenter la capacité fonctionnelle et apporter du confort aux patients. Le deuxième volet du traitement, c'est le pronostic, c'est-à-dire prolonger la survie. Il y a un traitement non pharmacologique, bien sûr, qui sont des dispositifs mécaniques d'assistance, d'accord? Et au dernier recours, bien sûr, s'il y a échec de toutes ces mesures, on aura recours à la greffe cardiaque qui garde certaines indications, bien sûr. Et ne pas oublier la réadaptation cardiaque, qui est un élément très important dans la prise en charge des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Donc, mieux prévenir que guérir, bien sûr. Il faut anticiper l'évolution vers l'insuffisance cardiaque. Parce que généralement, toutes les cardiopathie, si on ne les traite pas, ils vont évoluer vers l'insuffisance cardiaque. D'accord? Donc, nous, en tant que médecins, on doit anticiper l'évolution vers cette insuffisance cardiaque parce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire avant que ça soit trop tard. Avant que notre patient il passe en insuffisance cardiaque, on doit anticiper. Par quoi? Par la prévention, par exemple,
Si on veut prévenir une cardiopathie ischémique, donc on va prévenir l'athérosclérose, d'accord? Par la correction des facteurs de risque tels que le tabac, le diabète, le poids, etc., par une activité physique. Donc, on doit prévenir, par exemple, la cardiopathie ischémique par la prévention de l'athérosclérose. Pour les valvulopathies, on doit prévenir le rhumatisme articulaire aigu. D'accord? Pour prévenir les valvulopathies qui sont responsables de l'insuffisance cardiaque. Et bien sûr, on doit prévenir l'endocardite infectieuse aussi pour éviter les cardiopathies ou bien les valvulopathies régurgitantes qui peuvent entraîner une insuffisance cardiaque. C'est ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire avant que ça soit trop tard. Par contre, la prévention secondaire, une fois le malade il est touché, d'accord? Donc, c'est bon. C'est trop tard. Donc, on doit corriger, on doit essayer d'éviter, c'est les facteurs qui aggravent l'insuffisance cardiaque. C'est bon, notre patient a une insuffisance cardiaque, mais il y a certains facteurs favorisants qu'on a déjà cités qu'il faut les éviter. Par exemple, par exemple, la non-observance du traitement. Notre patient doit prendre, il faut bien expliquer au patient qu'il est obligatoire, qu'il est impératif plutôt de prendre son traitement en traitant bien sûr les troubles du rythme. La tachycardie, elle est néfaste et la bradycardie, bien sûr, elle est très néfaste. La tachycardie, pourquoi elle est néfaste? Parce qu'elle consomme davantage l'oxygène pour le myocarde. Elle entraîne une consommation excessive. Donc, on doit casser cette tachycardie, notamment si cette tachycardie, elle est supraventriculaire, telle que la CFA, la fibrillation, le flutter, etc. Donc, il faut lutter contre cette tachycardie. Bien sûr, il faut éviter, il y a certains médicaments qui sont cardio-dépresseurs, d'accord, tels que les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pourquoi? Parce qu'elles antagonisent ou bien elles empêchent l'action des prostaglandines. Prostaglandines, c'est des neuropeptides qui entraînent une vasodilatation. Qui dit vasodilatation dit une diurèse, dit une diminution de la post-charge, etc. Donc, les ANS ils bloquent l'action de cette prostaglandine, donc entraîne une vasoconstriction, donc augmentation de la post-charge, donc elle aggrave davantage l'insuffisance cardiaque. Donc, il faut éviter ces médicaments. Bien sûr, il faut lutter contre les infections. Il faut éviter l'embolie pulmonaire et traiter l'embolie pulmonaire et prévenir plutôt l'embolie pulmonaire. Il faut corriger l'anémie, parce que qui dit anémie dit un hyperdébit, et l'hyperdébit c'est une précharge pour le cœur, donc il faut lutter contre l'anémie et l'hyperthyroïdie aussi parce que ça entraîne un hyperdébit. L'anémie, l'hyperthyroïdie, elle entraîne ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque d'hyperdébit. Il y a un débit surajouté qui gêne davantage cette pompe cardiaque. Donc voilà. Après la prévention, primaire ou secondaire, on va traiter l'étiologie. Par exemple, à titre d'exemple, si l'étiologie elle est réversible, par exemple, une valvulopathie, on peut corriger la valvulopathie par un remplacement valvulaire, donc on doit traiter cette valvulopathie. Si on a une hypertension artérielle pulmonaire, on doit équilibrer cette hypertension artérielle pulmonaire. Si on a une cardiopathie ischémique, on doit revasculariser, soit par angioplastie, soit, c'est-à-dire par la mise en place de stents, soit par chirurgie en fonction du statut anatomique. Donc, si on a une cardiopathie congénitale, donc aussi on doit corriger cette cardiopathie. Donc voilà, le traitement étiologique, c'est une étape importante dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque de manière générale. Il faut traiter l'étiologie. Des fois, l'étiologie, elle n'est pas, on n'a pas, c'est-à-dire un traitement spécifique pour l'étiologie, donc on n'a pas. Mais tant qu'on peut traiter, on est obligé de traiter cette étiologie, bien sûr, pour stopper l'évolution vers l'insuffisance, pour la progression de cette insuffisance cardiaque. Pardon. Donc, concernant le traitement symptomatique, parce que parmi les objectifs du traitement, le premier objectif, c'est améliorer les symptômes. D'accord? Il faut diminuer les symptômes, il faut améliorer la capacité fonctionnelle, il faut améliorer la tolérance à l'effort, donc par l'intermédiaire des mesures. Ces mesures peuvent être hygiéno-diététiques, c'est-à-dire sans intervention de médicaments. Elles peuvent intervenir des fois un traitement médical, pharmacologique, et des fois un traitement non médicamenteux. C'est des supports, c'est des supports qu'on va aider par la suite. Donc, pour les mesures hygiéno-diététiques, on sait tous que l'insuffisant cardiaque, il doit prendre moins de sel, il doit prendre
prendre moins d'eau, surtout lors des phases de décompensation cardiaque. Il faut contrôler, bien sûr, son poids. Il doit être bien éduqué. Toute prise du poids est une décompensation jusqu'à preuve de contraire. Toute prise de poids est une rétention, ça veut dire que c'est une rétention hydrosodée. Donc, c'est un signe alarmant qui doit amener le patient à consulter ou bien au moins de prendre un régime strict en diminuant l'apport de sel, du sodium et d'eau. D'accord? Il faut faire, et bien sûr, il faut arrêter le tabac, il faut arrêter de l'alcool, il faut faire une activité physique qui est régulière, bien sûr, en dehors des poussées. Bien sûr, il faut éviter les infections en se vaccinant. Vous savez tous que les sujets fragiles, les sujets âgés, la femme enceinte et les insuffisances cardiaques doivent bénéficier d'une vaccination pour éviter l'infection parce que c'est cette infection qui décompense la cardiopathie. Bien sûr, il faut équilibrer son diabète, son hypertension artérielle et bien sûr un apport hydrique qui doit être modéré, surtout lors des décompensations, qui ne doit pas dépasser les 6 verres d'eau. Donc voilà. La partie la plus importante dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est le traitement pharmacologique. Le traitement pharmacologique, c'est des médicaments qu'on doit prendre pour améliorer les symptômes et améliorer le pronostic de l'insuffisance cardiaque. Donc, on a deux volets. On a des médicaments qui agissent pour les symptômes et on a des médicaments qui interviennent pour le pronostic. La base de ce traitement, c'est de casser le système compensateur, les deux systèmes compensateurs deviennent néfastes malheureusement, qui sont le système nerveux sympathique et le système rénine, angiotensine, aldostérone. D'accord? En commençant par le premier système, qui est le système nerveux sympathique, qui fait intervenir bien sûr l'adrénaline et la noradrénaline qui agissent au niveau des récepteurs alpha et bêta. Bêta, c'est au niveau du cœur et alpha au niveau des vaisseaux. Donc, comment bloquer cette activité sympathique? C'est par l'intermédiaire des médicaments qu'on appelle les bêta-bloquants. Donc, bêta-bloquants bloquent l'action du système nerveux sympathique au niveau du cœur et au niveau périphérique, notamment au niveau des artères et des veines. D'accord? Le deuxième système, le système rénine, angiotensine, aldostérone. Donc, on doit casser ce système, la production de l'angiotensine 2 et la production de l'aldostérone et la libération d'abord de la rénine. Donc, grosso modo, c'est le principe de ce traitement pharmacologique. Donc, et bien sûr, on doit lutter contre la rétention hydrosodée. La rétention hydrosodée, c'est-à-dire la rétention d'eau et de sodium. Donc, en utilisant quoi? En utilisant les diurétiques. Les diurétiques, c'est des médicaments qui agissent généralement au niveau des reins, qui favorisent l'excrétion d'eau et de sodium. Donc, ça diminue la volémie et une diminution des signes congestifs. Généralement, les diurétiques ont comme objectif, c'est la baisse des signes congestifs et la baisse des symptômes. Elles n'ont aucun effet sur le pronostic et sur la mortalité. D'accord? Donc, le chef de file, c'est les diurétiques. Qui dit insuffisance cardiaque dit diurétique. Les diurétiques, on a plusieurs classes. Vous avez fait la conférence des diurétiques. On a plusieurs classes en fonction du site d'action de ces diurétiques. On a des diurétiques qui agissent au niveau de la branche ascendante de l'once de lait. On a qui sont le furosémide ou bien le lazélix. On a des diurétiques qui agissent au niveau du tube distal, tube contourné distal. Et on a des diurétiques qui agissent au niveau du tube collecteur. Donc, on a soit les diurétiques de l'anse, on a les diurétiques thiazidiques et on a les anti-aldostérones. D'accord? Ce sont en fonction de leur site d'action. Donc, elles sont divisées en plusieurs classes. D'accord? En cas d'insuffisance rénale, on a un seul diurétique qui est autorisé, notamment c'est le diurétique de l'anse, qui est le furosémide ou bien le lazélix. Bien évidemment, il faut éviter en cas d'insuffisance rénale les thiazidiques et les anti-aldostérones. D'accord? Mais il faut retenir que les diurétiques, leur but c'est améliorer les symptômes, c'est de lutter contre les signes congestifs, bien sûr, et ils ont un effet beaucoup plus symptomatique. Ils n'ont aucun effet sur le pronostic. Donc voilà les classes, bien sûr, c'est les diurétiques de l'anse, les diurétiques thiazidiques, qui ont le type contourné distal, les anti-aldostérones, c'est-à-dire
empêchent l'action de l'aldostérone de réabsorber du sodium et de l'eau. Et on a les diurétiques épargnateurs du potassium. D'accord? Concernant le système rénine-angiotensine-aldostérone, donc pour casser ce système, on doit soit éliminer la libération de la rénine, soit empêcher la libération de cette angiotensine ou bien empêcher la fixation de cette angiotensine au niveau de ces récepteurs qu'on appelle les récepteurs AT1. Sinon, on bloque l'action de cette aldostérone. Donc, on a le choix, on a plusieurs sites d'action. Première classe, c'est les UEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui convertit l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Sinon, on inhibe la fixation de l'angiotensine 2 au niveau des récepteurs AT1 par l'intermédiaire des ARA2, ou bien les sartans, on appelle les sartans. Il faut retenir que les sartans sont des alternatives aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Et troisième classe, bien sûr, c'est des anti-aldostérones, ou bien qu'on appelle les anti-aldostérones. Donc voilà, soit on bloque l'action de la libération de la rénine, soit on bloque l'action de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, soit on inhibe la fixation, on empêche la fixation de cette angiotensine au niveau des récepteurs. D'accord? Donc voilà, concernant l'enzyme de conversion, les UEC, généralement c'est la pierre angulaire du traitement de l'insuffisance cardiaque. On commence toujours par un médicament pour un effet symptomatique qui sont les diurétiques, s'il y a des signes de congestion, des signes de surcharge, mais les UEC c'est la pierre angulaire. Il faut casser le cercle vicieux, il faut casser ce système qui est délétère par l'intermédiaire des UEC. Pourquoi les UEC? Donc, si on inhibe l'angiotensine 2, donc pas de vasoconstriction, donc on aura une vasodilatation qui est mixte, c'est-à-dire qui est artérielle et veineuse. On n'aura pas de production de l'aldostérone. Il faut savoir que l'aldostérone, il a deux effets plutôt qui sont néfastes. Premier effet, c'est l'effet direct sur le myocarde. Il va entraîner un remodelage au niveau du myocarde. C'est un effet qui est néfaste. Deuxième effet, il va entraîner la rétention hydrosodique. Donc, en bloquant l'aldostérone, on va éviter ces deux effets néfastes. D'accord? Pour les effets, bien sûr, toute vasodilatation excessive va entraîner une hypotension artérielle. Si ces UEC agissent au niveau des reins, donc ça va entraîner une insuffisance rénale et ça va entraîner aussi une hypercalémie, bien sûr, parce que agit au niveau du rein. Il faut garder en tête que les UEC, les sartans, les anti-aldostérones, elles ont presque les mêmes effets indésirables, même modalité de surveillance, c'est-à-dire on surveille toujours par la fonction rénale et un ionogramme. Et elles ont pratiquement les mêmes contre-indications. Il faut garder en tête ça. D'accord? Généralement, on commence toujours par un IEC pour bloquer ce système. Si le malade ne tolère pas, généralement, l'intolérance, elle se traduit par une toux. Donc, on peut remplacer l'IEC par les sartans ou bien les ARA2. D'accord? Donc, on commence toujours dans l'insuffisance cardiaque. C'est des gens qui sont fragiles, ils ont des tensions limites, ils ont un rein qui est fragile. Donc, on commence toujours par ce qu'on appelle la titration. Il faut commencer par de petites doses et on surveille chaque semaine surveille cliniquement d'abord et par un bilan biologique, notamment la fonction rénale et la calémie. D'accord? Donc, les IEC, les ARA2, les anti-aldostérones agissent au niveau des reins. Donc, il faut surveiller le rein, parce que c'est des sujets qui ont un rein fragile. Donc, il faut surveiller par une calémie et par un ionogramme, c'est-à-dire calémie-natrémie, et par une fonction rénale qui est l'urée-créate. À titre d'exemple, on peut citer plusieurs classes d'UEC. On a le captopril, on a le enalapril, on a le ramipril et le perindopril. Mais il faut garder en tête qu'on doit suivre une titration, c'est-à-dire commencer toujours par des petites doses et augmenter par palier jusqu'à l'obtention d'une dose qui est maximale tolérée. Donc voilà. Deuxième classe comme alternative, c'est-à-dire si le patient il ne tolère pas les UEC, généralement l'intolérance se traduit par une toux, donc on remplace l'UEC par les ARA2, c'est pratiquement la même chose, elles ont les mêmes contre-indications, les mêmes effets secondaires et la même indication générale, mais il faut toujours surveiller parce que c'est des vasodilatateurs artériels et veineux, donc ça entraîne une hypotension, donc il faut surveiller la pression artérielle. D'accord? Troisième classe
les médicaments qui agissent au niveau du système angiotensin-aldostérone, c'est les bloqueurs de l'aldostérone. On a deux types de bloqueurs d'aldostérone. On a la spironolactone, c'est un anti-aldostérone, et on a l'éplérenone. La différence entre ces deux molécules, c'est que l'éplérenone, il bloque sélectivement l'aldactone, parce qu'il agit au niveau de la surrénale, Par contre, l'aldactone, il bloque en même temps, la spironolactone bloque en même temps l'aldactone et elle bloque la testostérone. C'est pour ça, parmi les effets secondaires de la spironolactone, c'est la gynécomastie, parce que ça bloque la voie de la testostérone. Donc, si le patient présente comme effet secondaire une gynécomastie, donc on doit remplacer le spironolactone par éplérenone. D'accord? En bloquant l'aldostérone, d'accord? Donc, il n'y aura pas de rétention. Donc, on a un effet qui est diurétique. Mais aussi, diurétique, donc ça agit sur les symptômes, mais il faut garder en tête, j'ai oublié de le dire, que les IUC, les ARA2, les anti-aldostérone, ils ont un effet sur la mortalité. Ils ont un effet sur la survie et prolongent la survie. D'accord? Ça a été démontré dans plusieurs études que ces trois molécules, ils ont un effet sur la mortalité, en plus d'un effet sur les symptômes. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est pour le système rénine-angiotensin-aldostérone. On doit bloquer aussi le système nerveux sympathique, donc par l'intermédiaire des bêta-bloquants. Bêta-bloquants, donc, pourquoi bêta-bloquants? C'est-à-dire, on bloque les récepteurs de l'adrénaline, noradrénaline au niveau du cœur et au niveau aussi des récepteurs alpha-bloquants. D'accord? Des vaisseaux, donc, pas d'action sympathique au niveau du cœur et des vaisseaux. Initialement, les bêta-bloquants, on avait cru que les bêta-bloquants, ils ont un effet néfaste, mais avec le temps, les études ont démontré l'effet bénéfique. Pourquoi les bêta-bloquants sont bénéfiques? Parce qu'en diminuant la fréquence, on va diminuer la consommation en oxygène du myocarde. Donc, dans l'insuffisance cardiaque, on a besoin d'oxygène. Donc, si on diminue la consommation en oxygène de ce myocarde, donc, on va améliorer les performances myocardiques. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, si on bloque l'action des neuromédiateurs, si on empêche la vasoconstriction au niveau périphérique, ça va entraîner une vasodilatation, donc une diminution de la poste de charge. Donc voilà. On a pris le même principe comme les IEC, les ARA2, et on doit toujours commencer par une titration par de petites doses jusqu'à l'obtention plutôt d'une dose qui est efficace, tolérée. Il y a des bêta-bloquants qui sont spécifiques à l'insuffisance cardiaque. On a 4 classes. On a le dilacarquine, le carvidilol, on a le bisoprolol, et ça, il faut les apprendre. Carvidilol, bisoprolol, nibivolol et le métoprolol. D'accord? Ce sont des classes, 4 classes bêta-bloquants qui sont spécifiques. On a plusieurs classes de bêta-bloquants, mais ces 4 classes sont spécifiques à l'insuffisance cardiaque. Même chose, comme les IEC, comme les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, ils ont prouvé un effet sur les symptômes, donc capacité fonctionnelle, et ils ont démontré aussi un effet et un rôle important dans la baisse de la mortalité et dans la survie, en augmentant la survie. Il faut connaître bien sûr les contre-indications des bêta-bloquants, notamment on n'introduit jamais les bêta-bloquants lors de la phase aiguë, d'accord? On attend que le patient se stabilise et on commence une titration progressive jusqu'à une dose cible qui est tolérée. Bien sûr, contre-indiqué en cas d'asthme, notamment dans les insuffisances respiratoires sévères, en cas d'hypotension bien sûr, et bien évidemment en cas de troubles conductifs. Ça entraîne une bradycardie, les bêta-bloquants sont des médicaments qui sont chronotropes négatifs, donc ça aggrave davantage les troubles conductifs. Ça, il faut éliminer toujours les contre-indications avant d'instaurer ce traitement. Donc voilà. Quatrième, bon, concernant grosso modo, dans l'insuffisance cardiaque, on a les diurétiques, on a les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone et on a les bloqueurs du système sympathique, notamment les bêta-bloquants. On peut rajouter d'autres médicaments en fonction de la tolérance des médicaments. On peut ajouter des digitaliques. Auparavant, on traitait l'insuffisance cardiaque par les digitalo-diurétiques, c'est-à-dire un traitement diurétique et un traitement digitalique. Pourquoi les digitaliques?
Les digitaliques, ils ont double effet. Elles ont un effet chronotrope qui est négatif, c'est-à-dire ça diminue la fréquence, et en diminuant la fréquence, on diminue la consommation en oxygène du myocarde, et ils ont un effet batmotrope, c'est-à-dire ça augmente la contractilité. Bien sûr, c'est des inotropes positifs. Les digitaliques, ils ont un effet inotrope positif par quel mécanisme? Vous savez tous que les digitaliques bloquent la pompe sodium-potassium ATPase, donc il y aura une accumulation du sodium, et par échange entre sodium et potassium, il y aura une entrée du calcium, donc une contraction. C'est pour ça qu'on a cet effet batmotrope, d'accord? Plutôt un effet inotrope positif. Donc voilà, si le malade ne répond pas au traitement précédent, on peut instaurer un traitement par digitalique pour diminuer la fréquence et augmenter la contractilité. D'accord? Les digitaliques, c'est la digoxine. Généralement, l'indication dans la CFA, pour ralentir la fréquence par l'effet chronotrope négatif, et l'insuffisance cardiaque. Il faut respecter les contre-indications qui sont toujours les trop conductives parce qu'elle a un effet chronotrope négatif. Il faut éviter les dyscalimies parce que ça bloque la pompe sodium-potassium ATPase. Il faut l'insuffisance rénale, il faut éviter l'insuffisance rénale plutôt parce que elle se filtre au niveau du rein. Il y a un risque d'intoxication digitalique. Et il faut éviter les obstacles, notamment en cas de rétrécissement aortique, cas de myopathie obstructive. Et on ne doit pas l'instaurer en cas de préexcitation parce que ça bloque la voie de conduction normale et ça favorise le passage par la voie accessoire dans le syndrome de Wolff-Parkinson-White. D'accord? Elle a des effets secondaires tels que généralement on ne tolère pas la complication majeure de traitement digital, c'est l'intoxication digitale. Pourquoi l'intoxication digitale? Parce que la fourchette thérapeutique ou bien la dose thérapeutique, elle est proche de la dose toxique. C'est pratiquement, elle se rapproche. C'est-à-dire, s'il y a une petite insuffisance rénale ou bien, donc on va entrer dans l'intoxication digitale qui se traduit par des nausées, des vomissements, des confusions, etc. Il faut arrêter le traitement. C'est pour ça qu'il faut laisser la digoxine en dernier lieu parce que ça nécessite généralement une surveillance qui est rigoureuse. En cas d'insuffisance cardiaque aiguë, bien sûr, ça, pour le traitement pharmacologique, on a parlé de l'insuffisance cardiaque chronique. Des fois, lors des décompensations aiguës, on a besoin de supports tels que la dobutamine, bien sûr. Généralement, on instaure pendant une durée qui est, bien sûr, de 48 à 72 heures. Mais c'est pour augmenter le débit cardiaque momentanément, c'est pour passer le cap, généralement. D'accord? Des fois, elle est néfaste parce que ça accélère la fréquence, et plus ça accélère la fréquence, plus ça entraîne une ischémie qui est fonctionnelle. Donc, généralement, on l'utilise pendant une courte durée. On peut rajouter d'autres médicaments dans l'insuffisance cardiaque en fonction de l'étiologie. Par exemple, on peut instaurer des dérivés nitrés. Si le malade présente une cardiopathie ischémique, il a besoin, on instaure des dérivés nitrés dans le but d'entraîner une vasodilatation de ses artères coronaires, bien sûr, et de diminuer, bien sûr, la précharge et la post-charge, parce que c'est un vasodilatateur artériel et veineux, et bien sûr, un vasodilatateur au niveau des artères coronaires. Ça, c'est un traitement adjuvant en fonction du contexte et en fonction de l'étiologie. Par exemple, aussi dans les inhibiteurs classiques, ils ont un effet aussi sur les artères coronaires et on peut les rajouter, bien sûr, en cas d'insuffisance cardiaque pour traiter l'hypertension artérielle associée à l'insuffisance coronaire. En fonction, bien sûr, du terrain, si la cause, elle est ischémique, donc on est obligé d'instaurer un traitement anti-agrégant plaquettaire, tel que l'aspigique, les anti-GP2B, les anti-P2Y12, d'accord, tel que le clopidogrel. Si, par exemple, le patient nécessite une anticoagulation orale, par exemple dans la fibrillation auriculaire ou bien dans l'embolie pulmonaire, donc on est obligé d'instaurer un traitement anticoagulant. S'il a un thrombus en intraveiné, aussi on est obligé d'instaurer un traitement anticoagulant. Il faut bien sûr, faut toujours lutter contre les arythmies parce que c'est un facteur délétère, c'est un facteur favorisant des décompensations. Donc on est obligé de
instaurer un traitement anti-arythmique tel que la cordarone, bien sûr pour maintenir un rythme sinusal qui est stable. Donc voilà, principe de traitement. Lors de la phase aiguë, généralement on utilise la voie intraveineuse, généralement les diurétiques en intraveineuse. Lors de la phase aiguë, on peut utiliser un support par les inotropes, comme le dobutamine, la dopamine, etc. On utilise les vasodilatateurs pour diminuer la charge et on peut aller jusqu'à l'assistance mécanique. D'accord? Si on sort de cette décompensation, de cet épisode aigu, lors de la phase chronique, on passe à la voie orale par toujours les diurétiques. Les diurétiques, généralement, en fonction des symptômes. Si le patient est très symptomatique, il présente des signes congestifs, on instaure un traitement par diurétique. Et bien sûr, la pierre angulaire, ce sont les UEC, les bêta-bloqueurs, etc. Ça, on va pas détailler. Ça, c'est pour le traitement pharmacologique. Quatrièmement, le traitement non pharmacologique. Ça veut dire quoi? Un traitement non pharmacologique, ce n'est pas des médicaments, c'est un dispositif qu'on met en place au niveau du cœur qui a pour objectif d'augmenter le débit cardiaque. On va parler de la resynchronisation biventriculaire et du défibrillateur implantaire. On va dire quelques mots concernant la resynchronisation. Ça veut dire quoi resynchronisation? Lors de la décompensation, lors de l'insuffisance cardiaque, pardon, on a un asynchronisme de contraction entre les deux ventricules, ventricule gauche et ventricule droit. D'accord? Donc, notre objectif pour augmenter le débit cardiaque, il faut augmenter le volume qui est présent dans le ventricule gauche. C'est-à-dire qu'il faut essayer le maximum d'apporter un volume qui est satisfaisant lors de la systole. Et ceci en synchronisant le ventricule droit avec le ventricule gauche par l'intermédiaire de ce dispositif qu'on appelle la resynchronisation. D'accord? C'est-à-dire pour permettre au ventricule droit d'éjecter du sang en même temps, pas en même temps, c'est-à-dire avec un délai qui est satisfaisant, qui permettra un remplissage au niveau de l'oreillette gauche et du ventricule gauche. La resynchronisation, bien sûr, généralement, elle n'est pas indiquée en première intention. Généralement, on tente un traitement pharmacologique. Si ça ne répond pas, on est obligé de mettre en place ce dispositif. Bien sûr, il garde des indications qui sont les symptômes. Si le malade reste symptomatique, il faut un traitement pharmacologique qui est bien adapté et démesuré génétique. Et il faut certains critères électriques qui confirment que le patient il est en asynchronisme, qui est généralement un QRS qui est large. Un QRS qui est large traduit un asynchronisme entre les deux ventricules. Le deuxième dispositif, c'est généralement le défibrillateur implantable. Défibrillateur, ça veut dire il lutte contre les arythmies ventriculaires, notamment la fibrillation ventriculaire. C'est un dispositif. Aussi, on le met en place, la sonde de défibrillation au niveau du cœur et elle permet d'empêcher, bien sûr, les arythmies ou bien de réduire les arythmies qui sont généralement mortelles en cas d'insuffisance cardiaque. Donc voilà, grosso modo, si on récapitule, on commence toujours par un traitement diurétique pour les symptômes. On instaure des IEC et des bêta-bloquants. S'il y aura une amélioration, donc on peut diminuer les doses des diurétiques avec le temps. S'il n'y a pas d'amélioration, on peut remplacer l'ARA2 par l'IEC ou bien rajouter de la spironolactone. Donc il faut aller par palier et par dose progressive. Donc s'il n'y aura pas d'amélioration, on peut proposer un rajout de la digoxine par son effet inotrope positif et chronotrope négatif et on peut proposer le patient pour une resynchronisation.